Marie-Chancel, bonjour. Bonjour. Merci d'être venue. Merci à vous. Comme on demande au reste des invités au début, veuillez vous présenter. Alors, je m'appelle Marie-Chancel, je suis journaliste à la revue Éléments et je suis partie en décembre et en janvier avec SOS Chrétiens d'Orient en mission en Arménie. Voilà, c'est de ça qu'on va parler, de l'Arménie, des chrétiens d'Orient en général aussi. Première question, dans quel pays les chrétiens d'Orient sont-ils persécutés ? Alors malheureusement, les chrétiens d'Orient sont persécutés dans à peu près tous les pays du Proche et Moyen-Orient. Tout simplement parce que dans beaucoup de ces pays, il y a un régime islamiste ou alors des milices djihadistes islamistes en place qui les persécutent. Par exemple, vous avez un des pays où les chrétiens sont le plus persécutés, qui est l'Afghanistan. L'église en Afghanistan est une église souterraine, c'est-à-dire qu'elle n'est pas autorisée, elle est interdite. Et les chrétiens qui sont découverts comme tels risquent d'être emprisonnés ou risquent d'être tués. Et leur famille est également menacée. Vous avez également le Pakistan, qui est un pays où les chrétiens sont en grand danger. On se rappelle tous de l'affaire Asia Bibi. C'était une femme chrétienne qui a été condamnée à mort en 2010 pour avoir bu dans un puits qui appartenait à un musulman. Elle a donc été accusée de blasphème envers l'islam. Et elle a été condamnée à mort et a été acquittée finalement en 2018 après des années de procédures et de rebondissements judiciaires. Mais à côté de ça, vous avez régulièrement des jeunes filles des adolescentes chrétiennes qui sont enlevées et mariées de force à des musulmans. Par exemple, récemment, en novembre 2020, il y a une jeune fille de 13 ans qui a été enlevée et qui a été mariée de force à un musulman pakistanais. Et comme les chrétiens dans ces pays-là ont un statut de citoyen de seconde zone, et du coup, ils n'ont pas, même si les lois en vigueur interdisent l'enlèvement et le mariage forcé des enfants, ils ne bénéficient pas des mêmes protections et du même statut que les autres citoyens pakistanais. Vous avez également l'Irak où les chrétiens sont menacés, tout simplement parce que les milices, les groupes djihadistes en place profitent de l'instabilité du pays pour porter atteinte et pour tuer les chrétiens. Et vous avez la Syrie qui a perdu énormément de sa population chrétienne, puisque il y a une dizaine d'années, au début de la guerre, ils étaient près de 2 millions de chrétiens, et aujourd'hui, ils ne sont plus que 660 000. Donc ils ont tous été victimes des milices et des groupes djihadistes. D'accord. Et du coup, dans l'ensemble, on parle de combien de personnes déplacées et en danger ? Alors l'ensemble des chrétiens à travers le monde est menacé, puisque l'ONG Portes Ouvertes, qui est une ONG chrétienne qui s'occupe de recenser les persécutions dont sont victimes les chrétiens, a compté en 2020 plus de 340 millions de chrétiens persécutés dans le monde, ce qui est une augmentation de plus de 60% par rapport à 2019. Donc malheureusement, tous les pays sont concernés, autant en Orient que dans d'autres pays comme la Corée du Nord, où la religion chrétienne est interdite, que la Chine, où une partie de l'église est souterraine, qui est interdite, que beaucoup de pays d'Afrique, je pense notamment au Nigeria, où les chrétiens sont la cible du groupe islamiste Boko Haram. Donc malheureusement, tous les chrétiens dans le monde sont en danger. Un chrétien sur 4 est victime de persécution aujourd'hui. D'accord. Pourquoi sont-ils dans cette situation la plupart du temps ? Quels régimes les soutiennent ? Quels régimes aussi, du coup, cherchent à les persécuter ? Alors la plupart du temps, ils sont dans cette situation parce que ils se retrouvent face à d'autres groupes religieux qui les persécutent. Donc dans toute l'histoire du Moyen-Orient, ça va être face à des groupes djihadistes. La montée de Daesh au Moyen-Orient a mis en difficulté les chrétiens, puisqu'ils ont été la première cible. Ils sont ciblés en tant que personnes, mais également les églises, leur vie sociale, puisque comme je l'expliquais précédemment, dans beaucoup de pays, ils sont des citoyens de seconde zone, donc du coup ils n'ont pas les mêmes droits, la même visibilité, les mêmes protections que les autres. Donc même si dans certains pays les régimes, le gouvernement les soutient, certains pays sont très instables du fait de la guerre. La crise du Covid-19 dans beaucoup de pays a déstabilisé encore plus certains pays, certains gouvernements. Je pense notamment à l'Irak, et les groupes djihadistes en ont profité pour s'implanter, pour gagner en puissance. Et du coup,
du coup, du coup, ils sont persécutés par ces groupes-là. Ils sont aussi persécutés par certains gouvernements en place. Donc, comme je l'ai cité, la Corée du Nord, être chrétien est un délit là-bas. La Chine, pour la Chine également, être chrétien est un délit. Il y a juste une partie de l'Église qui est officielle, mais ceux qui ne le sont pas sont condamnés à se cacher, et les messes sont faites dans les appartements, dans des lieux clandestins, etc. Donc, malheureusement, de plus en plus, beaucoup de gouvernements essaient de lutter contre les chrétiens, ou alors, quelquefois, même s'ils ne luttent pas contre eux, n'ont pas malheureusement les moyens de les protéger, et du fait de l'instabilité du pays, et donc, du coup, des groupes islamistes en profitent. D'accord. Et est-ce que vous pouvez nous expliquer la situation en Arménie du Haut-Karabakh? Est-ce que les Arméniens ils souffrent d'un dénigrement des pays européens et même de l'Union européenne? Alors oui, les Arméniens souffrent beaucoup de cela, parce qu'ils ont l'impression tout simplement d'être l'avant-poste, d'être un rempart contre la Turquie, contre les velléités expansionnistes d'Erdogan, qui ne menacent pas que l'Arménie. Et ils ont du coup l'impression d'être un peu abandonnés par l'Union européenne, par les autres pays européens, parce que se sentent démunis face à l'Azerbaïdjan qui les a attaqués, bien sûr, mais surtout par la Turquie qui est derrière, et qui ne compte pas s'arrêter là. Et eux attendent un soutien plus ferme de l'Europe et de l'Union européenne, parce que ils sont en première ligne face à quelque chose qui nous menace tous. Vous pourriez expliquer ce désistement des pays européens à soutenir l'Arménie dans ce conflit ou pas? Alors, en grande partie, puisqu'il y a la menace de la Turquie. Il y a la menace de la Turquie, pays qui fait partie de l'OTAN. OTAN dont font partie beaucoup de pays européens. La France a été un des rares pays à soutenir l'Arménie, puisque le Royaume-Uni a soutenu l'Azerbaïdjan ainsi que la Hongrie, mais la France a soutenu l'Arménie, a envoyé une aide médicale là-bas. Mais je pense que la pression de la Turquie fait peur aux dirigeants européens. Et surtout, c'est compliqué pour les pays européens d'envoyer vraiment une aide concrète en Arménie. Les dirigeants européens avaient vraiment les yeux tournés ailleurs, étaient concentrés sur la crise du Covid. Et je pense qu'aussi le fait que la guerre en Arménie a été assez peu montrée, parce que quand les déplacés de l'Artsar, on parle d'environ 70 à 80 000 personnes, quand les déplacés de l'Artsar ont fui l'Artsar pour se réfugier en Arménie, ils ont tous été accueillis. En fait, personne n'a dormi dehors. Tous les déplacés ont été accueillis, ou dans les gymnases, dans les écoles, ou même chez les particuliers qui ont ouvert leurs portes pour les accueillir. Et donc vous n'aviez pas de gens dehors, vous n'aviez pas de grands camps de déplacés. Et donc je pense que ça n'intéressait pas trop les médias. Ça n'intéressait pas tellement les journalistes européens, parce qu'il n'y avait pas de photos extraordinaires à faire, de camps, de gens dans les tentes. Et donc du coup, ça a été une guerre au final assez silencieuse. Et du coup, je pense que peu de gens se sont rendus compte vraiment de la gravité de la situation. En ce qui concerne Poutine, est-ce que vous pensez qu'au final, il a laissé les Arméniens seuls face à la Turquie, l'Azerbaïdjan, on dit bien. L'Azerbaïdjan. Alors Poutine, J'ai pas des notions là-dessus. C'est pas un sujet très, très connu en même temps. Poutine a joué le rôle d'arbitre traditionnel de la Russie dans le Caucase du Sud. Il a tout simplement, je pense qu'il ne pouvait pas s'impliquer militairement en Arménie, tout simplement parce que dans cette guerre qui a opposé l'Artsar et l'Azerbaïdjan, l'Azerbaïdjan a bénéficié d'un allié de taille, c'est-à-dire que la Turquie a soutenu sans faille l'Azerbaïdjan en envoyant du matériel, en envoyant après le cessez-le-feu. Le président Erdogan a demandé à déployer des militaires turcs en Artsar, dans les territoires qu'ils avaient récupérés. Donc
donc du coup, c'était, je pense, compliqué pour la Russie de s'impliquer vraiment militairement. Et Poutine a joué le rôle, de médiateur, d'arbitre. Et comme il ne peut pas s'attaquer frontalement à la Turquie, il essaie de faire sortir la Turquie du bloc de l'OTAN en ne l'attaquant pas frontalement, mais en jouant plus un rôle de médiateur et d'apaisement. Et en essayant de ménager les deux parties, même si de grands territoires du coup ont été concédés à l'Azerbaïdjan. C'est-à-dire que malgré la conciliation qui a pu être soi-disant opérée, on a comme le sentiment qu'au final les Arméniens ont été perdants, même totalement perdants. Oui, les Arméniens ont énormément perdu dans cette guerre. Tout simplement parce que l'Artsar était une région très riche, qui avait beaucoup de terres arables, c'est-à-dire que l'Artsar fournissait 150 000 tonnes de céréales par an à l'Arménie, ce qui est une réserve alimentaire énorme. Aussi énormément de fruits et de légumes. L'Artsar et le grenier étaient le grenier de l'Arménie. Également des centrales hydroélectriques qui du coup fournissaient de l'électricité à beaucoup d'habitants de l'Arménie peu chers, qui ont du coup été concédés à l'Azerbaïdjan parce qu'ils faisaient partie des territoires que l'Azerbaïdjan a récupérés. Un économiste arménien qui s'appelle Manoukian, qui est membre du fonds de l'assurance aux soldats, estime les pertes de la défense à plus de 2 milliards de dollars. Donc l'Arménie a énormément perdu dans cette guerre, tant au niveau des hommes, puisque on n'a pas exactement les chiffres, le nombre de morts et de blessés exacts, qui malheureusement évolue tout le temps, mais à la fin de la guerre, Poutine estimait le nombre de morts à 5000. Malheureusement, on retrouve des nouveaux cadavres tous les jours, puisqu'il y a quelques jours, le journal Nouvelles d'Arménie rapportait que les corps de 8 soldats ont été retrouvés dans une région de l'Artsar qui est occupée par l'Azerbaïdjan. Mais donc, malheureusement, c'est un chiffre qui va jamais cesser de grimper. Donc, plus de 5000 morts, 13 000 blessés, des pertes militaires considérables, des pertes aussi territoriales énormes. Et aussi, au niveau culturel, le patrimoine arménien est en danger, puisque dans ces territoires de l'Artsar, il y avait près de 1500 monuments arméniens chrétiens, dont des monastères, des églises, des croix, etc., qui sont passés sous le contrôle du coup azéri. Et l'Arménie craint grandement que tous ces monuments soient détruits par les Azéris. Ouais. Alors attends, je voudrais mettre à la place des gens qui écoutent ou qui regardent et qui comprennent pas forcément ce qui s'est passé récemment en Arménie. Alors tout simplement, expliquez-nous ce qui s'est passé dans cette enclave. C'est un petit peu étrange, ce territoire enclavé au sein de l'Azerbaïdjan, mais qui était censé appartenir à l'Arménie. Du coup, pourquoi l'Azerbaïdjan, prononciation correcte cette fois, on note, attaque-t-il cette enclave arménienne ? Alors l'Azerbaïdjan a attaqué l'Artsar, tout simplement parce qu'il considère que cette région leur appartient, parce que dans les découpages qu'avait fait Staline à l'époque de l'URSS, l'Artsar a été rattaché à l'Azerbaïdjan. Mais l'Artsar est un pays qui est majoritairement peuplé d'Arméniens, puisque c'est un pays, c'est une région, c'est un territoire qui réclame son indépendance, mais qui est peuplé de 150 000 personnes environ, à 80-90% arméniens. Et c'est un territoire sur lequel on trouve une présence arménienne chrétienne depuis des siècles. Vous avez des monastères, des églises qui datent du 3e, du 4e siècle. Et le 27 septembre, le 27 septembre 2020, l'Azerbaïdjan, soutenu par la Turquie, a attaqué
a attaqué l'Artsakh pour le récupérer. Alors il y a une volonté notamment économique, parce que c'est une région riche, il y a beaucoup de terres arables, des centrales hydroélectriques, etc. Et aussi dans une volonté de récupérer, c'est ce que disait le président de l'Azerbaïdjan. C'était dans une volonté de récupérer ce qui leur appartenait. Il considère que l'Artsakh leur appartient parce que le découpage de l'URSS leur avait accordé sous Staline. Donc il y a cette volonté, puis avec la Turquie derrière, qui est dans une volonté expansionniste et de recréer l'Empire ottoman. Pourquoi personne n'a aidé l'Arménie à prendre ses territoires ? Alors déjà parce qu'il y avait l'ombre d'Ankara derrière, puisque la Turquie a été un allié fusionnel de Bakou. Sur le plan diplomatique aussi, il y a le souci que l'Artsakh est une région qui réclame son indépendance, enfin qui veut être reconnue comme un territoire indépendant à part entière. Ce que l'Arménie ne reconnaît pas. Et c'est ce qu'avait dit Jean-Yves Le Drian, ministre des Affaires étrangères, quand le Sénat a voté la reconnaissance de l'Artsakh en tant que territoire indépendant. Jean-Yves Le Drian a dit que vu que l'Arménie n'avait même pas reconnu l'indépendance de l'Artsakh, la France n'avait pas à le faire parce que ça aurait fait sortir la France de son rôle de médiateur. Et je pense que beaucoup de pays européens, déjà avaient le regard tourné ailleurs avec la crise du Covid, les négociations du Brexit sans fin, etc. Et avaient peur peut-être de prendre parti et de sortir du coup d'un rôle de médiateur et puis de se mettre en porte-à-faux avec la Turquie. D'accord. Par conséquent, maintenant, on a eu un cessez-le-feu, les combats ont cessé. Cependant, c'est clairement une défaite pour l'Arménie. Oui, c'est une défaite. Déjà, les Arméniens ont aussi ont eu une défaite sur le plan militaire parce qu'ils ont fait face à l'Azerbaïdjan qui était suréquipé par la Turquie, suréquipé en nombre de drones. Yerevan, début octobre, avait rappelé son ambassadeur en Israël parce qu'Israël vendait des drones très perfectionnés aux Azéris. J'ai rencontré des soldats qui avaient été blessés et qui nous expliquaient qu'ils faisaient tous les jours face à des drones et qu'ils étaient submergés par le nombre de drones, par les équipements que malheureusement, et même s'ils détruisaient des drones, les drones revenaient sans arrêt, ils ne pouvaient que reculer. Les Azéris ont utilisé des armes qui sont interdites. Ils ont utilisé des bombes à sous-munitions qui explosent en l'air et qui envoient plein de petites bombes qui sont qui se dispersent partout, qui peuvent donc toucher des civils, etc. Ils ont aussi utilisé des armes au phosphore blanc. Alors les armes au phosphore blanc ne sont pas interdites, mais elles sont très controversées parce que elles sont destructrices, elles provoquent des lésions, des brûlures chimiques, des lésions qui sont impossibles à endiguer et qui provoquent la mort au bout de 10-15 jours. Donc les Azéris ont utilisé ces armes. Ils ont aussi été soutenus par des mercenaires syriens. Emmanuel Macron avait d'ailleurs demandé des comptes à la Turquie parce que plus de 300 mercenaires syriens djihadistes étaient venus combattre dans le rang des Azéris. Donc en fait c'est comme ça que l'Azerbaïdjan soutenu par la Turquie a fait la guerre dans une volonté en fait finalement pas de faire la guerre mais bien de détruire et d'exterminer les Arméniens, parce que quand vous utilisez des armes interdites, quand vous faites appel à des djihadistes qui sont des mercenaires, on n'est plus dans une histoire de guerre, on est dans une histoire vraiment on est dans une volonté de détruire et c'est la continuité du génocide de 1915. Mais en plus de cette défaite militaire, oui, les Arméniens, du coup, avec la perte de l'Artsakh, ont perdu énormément et auront beaucoup de mal à se relever de cette défaite, tant sur le plan humain,
que sur le plan financier. Et le souci, c'est que un cessez-le-feu a été signé, mais un cessez-le-feu, c'est temporaire. Et puis la guerre n'est pas finie parce que Erdogan l'a dit, il ne compte pas en rester là. Bah, c'est très bien. Parce que C'est ce qu'on avait demandé. ce que j'allais vous demander. Voilà. Du coup, selon vous, comment s'annonce la situation dans le futur? Est-ce que vous pensez que le cessez-le-feu va durer? Visiblement, on a l'air très confiante sur ce point-là. Malheureusement, un cessez-le-feu, c'est temporaire. Il a déjà été violé plusieurs fois. Alors bon, tant que les Russes sont sur place, puisque l'armée russe a été déployée un peu partout et près de la frontière pour protéger. Quand j'étais à Goris avec SOS Chrétien d'Orient, qui est la première ville arménienne après la frontière de l'Artsakh, nous avons vu très souvent des militaires russes. Il y en a beaucoup qui sont déployés, qui sont là pour surveiller et protéger. Donc, tant que les Russes sont sur place, la situation ne devrait pas trop bouger, mais ils pourront pas rester sur place éternellement. Comme j'ai dit, c'est le feu, c'est temporaire, hein, c'est pas un traité de paix ou quoi que ce soit. Et aussi, le cessez-le-feu mentionne plusieurs choses qui rendent cet accord très fragile. Notamment, le cessez-le-feu parle d'un couloir en Arménie qui serait sur tout le territoire arménien qui serait géré par l'Azerbaïdjan. Donc voilà, c'est un peu la grande interrogation. Il y a une tension parce que les districts qu'il y avait tout simplement autour de la frontière de l'Arménie ont été pris par les Azéris. Donc du coup là la frontière est très très faible la frontière est très floue. Vous avez sur la frontière, vous avez un poste de garde arménien et puis 15 mètres plus loin, vous avez un poste de garde azéri. Donc la situation est très tendue. Et encore une fois, le président de l'Azerbaïdjan a dit qu'il n'en resterait pas là. Et Erdogan aussi est clairement dans une volonté expansionniste. Donc malheureusement, je suis assez peu confiante pour la suite. Et en ce qui concerne les Arméniens qui habitaient dans les territoires conquis par l'Azerbaïdjan, est-ce que qu'est-ce qu'ils deviennent, dans quelle situation ils se trouvent actuellement? Alors du coup, quand la guerre a été déclarée, vous avez près de 80 000 déplacés de l'Artsakh qui sont venus en Arménie. Vous en avez beaucoup qui sont arrivés à Goris. C'est pour ça que SOS Chrétien d'Orient a une antenne à cet endroit, parce que comme c'est la première ville arménienne après la frontière, beaucoup ont trouvé refuge à Goris. Donc ils se sont installés là où ils pouvaient, c'est-à-dire que l'État, les mairies leur ont ouvert les écoles, les gymnases, les Arméniens les ont reçus chez eux. Beaucoup sont repartis aujourd'hui, en Artsakh, dans des villes qui sont sûres, comme Stepanakert, qui a été bombardée, mais qui aujourd'hui est plutôt sûre. Et donc vous avez près de 50 000 déplacés qui sont retournés en Artsakh, et ils y retournent généralement en autobus protégés par les Russes. Donc aujourd'hui il reste encore 20 à 30 000 déplacés qui sont toujours en Arménie, tout simplement parce que les territoires où eux étaient ont été récupérés par les Azéris, ils ne peuvent plus y revenir. Donc vous avez des gens qui ont tout quitté du jour au lendemain, qui sont partis sans rien, donc ils se retrouvent dans des habitations de fortune, c'est des situations assez précaires, qui n'ont du coup plus de travail, plus de logement, qui sont partis avec ce qu'ils avaient sur le dos, et la situation est très 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 difficile. D'accord. J'avais vu aussi que la diaspora arménienne était supérieure au nombre d'Arméniens qui étaient présents sur leur territoire originel. Oui. On a vu en France qu'il y avait ce qu'on appelle les loups gris,
qui est Un groupe turc, groupe nationaliste turc. Voilà. Est-ce qu'on peut dire qu'il y a quand même ce conflit est un peu ramené sur notre territoire en France et même un petit peu dans d'autres territoires européens? Oui, on l'a vu en France, mais justement avec les Lougri, qui est un groupe ultranationaliste turc qui a été dissous par le ministère de l'Intérieur parce qu'ils avaient profané un mémorial arménien près de Lyon, je crois, mais je suis pas sûre, mais ils avaient été dissous suite à ça. Oui, on voit une importation de ce conflit-là en France. Et tout simplement parce qu'en fait, ça va au-delà d'un conflit de territoire entre l'Azerbaïdjan et l'Artsakh. On est vraiment sur un conflit civilisationnel. D'accord. Ah bah, C'est là où... c'est la question suivante. C'est l'étape trop supérieure. forte pour anticiper. Donc, je vais vous demander de développer un petit peu sur cet aspect. Est-ce qu'on peut du coup y voir un conflit de civilisation? On peut y voir un conflit de civilisation dans le sens que on n'est pas sur une guerre de territoire. On est vraiment dans une volonté de détruire et d'éradiquer toute présence arménienne et chrétienne sur ces territoires. On a pu voir sur les réseaux sociaux des vidéos, des images terribles de soldats azéris qui, quand ils arrivaient dans certaines villes, dans certains villages en Artsakh, qui détruisaient les croix, qui profanaient les tombes, qui profanaient les stèles. Vous avez des Arméniens, des civils qui ont été tués, qui étaient frappés parce que arméniens. Même vraiment des civils, des personnes âgées restées sur place, qui étaient égorgés, donc qui n'étaient pas des soldats. On n'est pas dans une histoire de guerre, on est vraiment dans de la barbarie pure et dure. Et au moment de la signature du cessez-le-feu, le président azéri a dit j'avais bien dit que nous chasserions les Arméniens comme des chiens. Donc là, on est dans une logique. Il considère même pas ses adversaires comme des êtres humains. Ce sont vraiment des nuisibles qu'il faut chasser. Moi, j'ai rencontré des soldats arméniens. J'ai rencontré des volontaires arméniens, donc des hommes qui ne sont pas soldats, mais qui prennent les armes et qui gardent la frontière parce qu'ils redoutent une attaque de l'Azerbaïdjan. Ils protègent leurs frontières et leurs villages et leur pays. J'ai jamais entendu de discours de haine de la part des Arméniens. J'ai jamais entendu les Arméniens dire qu'ils voulaient chasser les Azéris comme des chiens. Moi, j'ai entendu les Arméniens dire que ce qu'ils voulaient, c'était la paix et que voilà, ils faisaient face à une attaque de l'Azérie soutenue par la Turquie qui voulait les détruire. Mais tout comme la Turquie a tenté de détruire les Arméniens en 1915 avec le génocide, qui avait commencé un peu avant, mais on est vraiment dans cette logique de destruction et c'est pour ça que les Arméniens ont vraiment peur pour leur patrimoine qui est resté en Artsakh. Parce que quand on a vu ce que font les Azéris dans les territoires qu'ils ont pris, on donne peu cher de ce qui reste de leur patrimoine et donc de leur histoire et de leur présence sur cette terre. D'accord. Et merci d'avoir parlé de ce sujet. Merci. Qui, selon vous, devrions-nous inviter après vous sur n'importe quel sujet? Sur n'importe quel sujet. Ouais. Moi, je dirais bien, je pense que si vous invitez Eric Zemmour, vous devriez vous abonner. Donc, comment on peut aider SOS Chrétien d'Orient, par exemple? Alors, vous pouvez... Qu'est-ce qu'ils font même dans l'ensemble du monde, leur principale activité Dans l'ensemble du monde, SOS Chrétien d'Orient, du coup, vient en aide à tous les chrétiens qui sont persécutés. C'est principalement basé en Orient parce que c'est là où il y a les plus gros besoins actuellement et l'association s'est créée pendant
pendant la guerre en Syrie, quand les djihadistes avaient attaqué les villages chrétiens en Syrie. Mais du coup, SOS Chrétiens d'Orient est basé en Syrie, au Liban, en Arménie récemment, la mission s'est ouverte récemment, en Égypte. Vous pouvez aider SOS Chrétiens d'Orient en faisant des dons. Ça, c'est comme ça que vit SOS Chrétiens d'Orient, c'est comme ça que les gens sont aidés, que les projets sont menés. En vous rendant sur place aussi, en envoyant un dossier de candidature, et puis aussi par la prière. D'accord. Et comment on peut vous contacter, vous aider, suivre votre travail, vos contenus? Vous pouvez me contacter sur Instagram, Marie Chancel, et puis vous pouvez me lire dans la revue Éléments tous les 2 mois, puis aussi sur le site. Et voilà, n'hésitez pas à me proposer des sujets, parce que j'ai souvent des messages de personnes qui m'alertent sur différentes choses qu'ils voient dans leur entreprise ou dans leur entourage, et ça me donne toujours des pistes pour écrire des articles. D'accord. Merci énormément. Merci à vous. C'était un plaisir. Merci à tous ceux qui ont suivi cette vidéo jusqu'à la fin, j'espère qu'elle vous aura plu. Je profite justement de la fin de la vidéo pour vous rappeler que nous sommes présents sur Instagram, sur Twitter et également, depuis un petit peu plus récemment, sur Telegram. Nous avons également une page Tipeee. Alors l'utilité de celle-ci est dédiée intégralement à la technique. Voilà, récemment, vous l'avez peut-être remarqué, nous avions acheté des mousses, nous avons acheté de l'éclairage, nous avons acheté un micro pour justement rendre ces vidéos bien meilleures, bien plus agréables à regarder ou à écouter. Par conséquent, si vous voulez qu'on s'améliore encore davantage ou tout simplement que vous êtes satisfait de ce que nous avons fait, parce que cela représente tout de même un certain investissement, vous êtes libre de nous faire un don sur Tipeee. Voilà. Sur ce, je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo.